À la fin du mois d'août 1943, le grand souci des Allemands est d'en savoir plus sur le comportement des Italiens depuis que Mussolini est tombé et que le maréchal Badoglio continue la guerre à leur côté. Ils s'interrogent aussi sur la portée des bombardements terrifiants que l'aviation alliée organise sur les villes allemandes. Et puis, que signifie donc cette attaque des Anglais sur Peenemünde? Saurait-il qu'on y prépare des fusées? Enfin, les Allemands s'interrogent sur la rencontre entre Churchill et Roosevelt à Québec. Pour commenter les actualités américaines et soviétiques, nous sommes avec René Giraud, professeur à la Sorbonne, spécialiste des relations internationales et plus particulièrement des rapports de force avant la guerre, pendant la guerre et après la guerre. Et comme nous sommes à la conférence de Québec, maintenant je lui demande quel est l'enjeu de cette grande conférence. L'enjeu de la conférence de Québec, il est relativement simple. Il y a 3 points essentiels à retenir. Un, il s'agit pour Roosevelt et Churchill de savoir si véritablement on lancera l'opération qui va être le débarquement en France, une attaque directe, Overlord. Le second point, c'est de savoir comment on va aménager la capitulation de l'Italie qui est justement en train d'être négociée. Et enfin, le troisième enjeu, qui est peut-être le plus important, comment pourra-t-on maintenir, voire développer l'alliance avec Staline, avec les soviétiques? On va voir les actualités américaines, nous les interromprons, chacun notre tour, selon les besoins. In Australia, the 1st American Air Corps Medical Evacuation Squadron arrives. Angels of Mercy, they'll fly wounded from the South Pacific fronts to Australian hospitals. Around the globe, American nurses are doing heroic work, but thousands more are needed. Back in New York, the recruiting drive gets underway as the new Cadet Nurses Corps makes its debut. Smart uniforms for the cadet nurses get Surgeon General Perrin's approval. René Giraud, ce qui est intéressant dans ces images, c'est de voir le standing de ces infirmières. Le statut des infirmières aux États-Unis, dès les années 40, dépasse de loin celui que l'on rencontre en Europe. Elles peuvent suivre des études, passer des doctorats, et dans l'hôpital, elles sont souvent l'égale des médecins. Autrement dit, il y a des promotions sociales possibles pour elles, alors que chez nous, elles ont souvent gardé un statut subalterne. This is the Cadet Nurse Program. If you're between 17 and 35 and a high school graduate, the Corps wants you. 65,000 girls will receive 24 to 30 months hospital training with pay and all expenses. During the war, they may serve in either essential civilian or military nursing. Girls, consult your local nursing council. Be one of the 65,000 to join the fight to save American lives at home and abroad. The 7th chapter in American naval history, the 7th warship to bear the great name of Wasp. The new generation, sons of the late carrier Wasp's hero dead. One of them is Jackie Shea. His father, Commander Shea, went down in the old Wasp and sent Jackie a farewell letter millions of Americans will remember. Today, the Navy and Jackie carry on. Patriotic hearts are fluttering as Senator Walsh's sister prepares for the dramatic christening and misses, but Edward Gere turns the bad omen into good with a vengeance. Down the ways, the new Wasp, a name that has symbolized our Navy's glory since the Revolution, when the Wasp was an 8-gun wooden schooner. Today, she's 25,000 tons of steel aircraft carrier. The Wasp and the flag are still there. Another payment for victory. On September 15th, millions will owe additional income taxes. Let Assistant Secretary of the Treasury Sullivan explain. On or before September 15th, about 15 million of us will be required to file a declaration of estimated income for 1943 and to make a payment. Forms and instructions are now in the mail for you. Read them carefully to see if you are required to file.
If you are not subject to withholding, if you are a minister, a doctor, a lawyer, a farm laborer, or a domestic servant, you will be required to file this declaration. If you are single and earning more than $2,700 a year, or if you and your wife together earned over $3,500 a year, you will be required to file. Farmers are required to file by December 15th. This is not a new tax, just a new method of paying the old tax. Remember, 95 cents of every tax dollar goes toward help winning this war. Sicily conquered becomes one springboard for the invasion of Axis Europe, and Italy staggers under air and sea bombardment. This is Sicily, conquered in 38 cannon rock days, with Canadian artillery nailing one more Axis fortress. Troina, Sicily turning point. Here the American 7th Army cracked the German lines, and these films show the mountain-perched city blasted into surrender. Allied air power and artillery did a pulverizing job. In all, the Axis had 405,000 soldiers in Sicily. 167,000 were killed, wounded, or captured. Battalions led most prisoner parades. And back to Sicily's cities come the little people of war, simple civilians, betrayed by fascism and made homeless by the war the dictators began. Sicily is won. The road is open now to fortress Europe itself. After Sicily, new war plans in Quebec. Just 2 years from the historic Churchill-Roosevelt Atlantic Charter meeting, Allied leaders plan military and political moves, plot the paths to complete victory and Axis unconditional surrender. Over the ancient ramparts, Winston Churchill watches a dramatic arrival. From London comes Anthony Eden. It is his job, reports say, to carry the meeting's message to Moscow. And the dapper foreign minister draws a quick audience. This is Canada, but across the seas in Britain, in Africa, and in Sicily, armed millions await battle orders from Quebec. Oui, sur l'image, on voit bien Churchill, Roosevelt et Anthony Eden assis tous les trois. Mais en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'y avait pas que les hommes politiques dans cette réunion à Québec, puisque les chefs militaires des deux alliés anglo-saxons s'y trouvaient. Et au fond, la discussion a beaucoup plus porté sur les problèmes militaires, une discussion d'ailleurs difficile, ou à un point tel qu'on n'a pas fait de communiqué à la fin, puisque, selon les termes diplomatiques, la discussion avait été très franche. Effectivement, la discussion portait sur comment finir la guerre. Et comment finir la guerre? Est-ce que ce seraient les conceptions anglaises ou les conceptions américaines qui l'emporteraient? En particulier, conception de savoir s'il fallait attaquer directement de manière frontale les Allemands par un débarquement en France. Battle orders from Quebec for vast Allied air power. At air bases from Egypt to Britain, bombs loaded by the 1,000 tons to paste the Axis. British, Canadian, and American flying men rule Europe's skies, and in those skies, Hitler's doom is written. 3,000 planes striking in 24 hours, 10,000 tons of high explosives every month. Every inch of Germany, Nazi-held France, industrial Italy is targeted. Hamburg was only a beginning. And out of Europe's clouds, still more bombers, Allied bombers setting the strategic pattern for invasion. How soon victory? Captain Rickenbacker, home from China, India, and Russia, says, I don't expect Germany to crack before the fall of 1944. And then we have another savage enemy in the Pacific, which will take another year or more to destroy.
And listen to War Mobilization Director, former Justice James F. Burns. It is by no means clear that we are today as near winning the war as the Axis was in the summer of 1940. No full-scale offensive against Japan has yet commenced. The heroes of Bataan are still prisoners of the Japs. No Allied army has marched across the borders of Germany. The roads to Berlin and Tokyo are long, hard, and bloody. Yes, the battle for Europe is only a beginning. Hitler at last on the defensive is walled in against invasion. Eastward Russia attacks. The Balkans, Italy, France, Norway. These are new gateways. In Quebec, the die is being cast. Churchill and Roosevelt meet as they did before Tunisia, before Sicily. The battle of Europe awaits. New Jersey, and millions of pounds of tomatoes are on their way to the cannery because of the United States Crop Corps, America's volunteer harvesters. Millions of pounds of tomatoes go to the great Campbell Cannery to become ration C for the soldiers here and abroad and soup and sauce for the nation. The cooperation of the people of the United States is being solicited by the government for this great food emergency. More men are needed to save tomato crops, says the ad. And in response, the Army, the Navy, British sailors, and allies, and you and your neighbor are turning out in numbers enough to save the nation from its food crisis. Lieutenants fresh from officer school and majors all pitch in to help. And in Maine, the string bean harvest brings out the whole kit and caboodle of youngsters to do their part in saving the precious foodstuff of the nation. But 750,000 Americans must volunteer by October 1st to save the mighty food harvests of our country. These string beans will go to a freezing plant to make up the store of food for the nation. And it is the Crop Corps, the volunteer labor of America, who is saving it in the nick of time. Now frozen, these string beans will help swell the larders of America. Kearney, New Jersey. A blast heard for miles did this to a linoleum plant making camouflage equipment for the Army. 13 were killed and many injured. Prompt rescue work prevented higher casualties. FBI and Army investigators continue to probe for cause of this tragedy, which reduced Building 12 to a shambles and blew havoc in all directions. Volatile chemicals make linoleum. Here, proof of their violence. Meanwhile, anxious friends and relatives quietly bear the torment of waiting for casualty lists as life is sought among ruins. Cars in a nearby parking lot were smashed flat by flying walls. Only bright side to tragedy is the fact that the rest of the plant can continue to turn out urgent Army orders. Somewhere in England, RAF experts study the picture evidence of the death of Hamburg. Germany's second city died under Allied bombs. This was the target. These pictures, never before shown, were brought out of a supposedly safe Hamburg. The great docks, the rail station, second in all Germany's road traffic, Hermann Goering's proud Hamburg aerodrome, all these are gone. Saturation bombing does work. Ce bombardement, René Giraud, a été vraiment terrible. Et dans des conditions, je dirais, presque déplaisantes, après coup. Les Anglais avaient dit aux Américains, eh ben on va faire un match. Quel est celui qui détruira le plus des villes allemandes? Et les Anglais ont gagné la bataille d'Hambourg, si je puis dire, face aux Américains, par des procédés très durs. 720 ou 750 avions, plusieurs jours de suite, ont déversé je ne sais pas combien de tonnes de bombes. Il y avait près de 50 000 morts. Il y avait 1000 degrés dans les caves de certaines maisons qui ont été absolument soufflées. Ça a été horrible, presque, je ne veux pas dire Hiroshima ou Dresde, mais quelque chose qui l'annonce. Ça a été épouvantable. Ce qui a permis aux Anglais de remporter ce succès sur les Américains, et bien entendu aux dépens des Allemands, c'est qu'ils avaient trouvé un nouveau type de radar qui s'appelait Window, qui leur permettait de détourner les avions allemands qui croyaient que ça se passait ailleurs, sur Brême ou sur une autre ville, et qu'ils ont pu concentrer leur feu sur Hambourg. Ça n'est pas un souvenir très glorieux de la guerre.
Now the actual raid pictures. British Sterling night bombers. American fortresses did day precision bombing. But 9 nights sealed Hamburg's fate. Watch the new incendiary cluster bombs. Look at Hamburg's night hell. Across the world, bombs over Munda. From Australian and Solomon Island bases, American fighters and bombers of every type led the victory drive that won Munda. Here, flying fortresses on a dawn mission see American destroyers shelling Jap beach positions far below. Now B-24 is ranging over Bougainville Island, spot a Jap cruiser, and get it. Still more American sky raiders. Strafing planes spot a Jap destroyer and invasion barges. Now the main air attack on Munda. These official Air Forces pictures show amazing hitting power. The bomb power that points beyond Munda toward Tokyo. Another weapon in the arsenal of democracy, the new 70-pound portable flamethrower, shown here by chemical warfare experts. Often in the Solomons and in Sicily, only this ruthless weapon has been able to dislodge the fanatic enemy. Its searing fire flows through slits of concrete pillboxes, invulnerable to ordinary weapons. The flamethrower is deadly in jungle fighting. When you can't see the enemy sniper, you just turn on the heat. Spitting white-hot death fully 50 feet, the flamethrower spreads panic. Many an Axis sore spot will yet be cauterized with this fire. Elmwood, Illinois, population just 1,300, fixes up Main Street. What for? Well, Sir Sergeant Cliff's coming home. Sergeant Cliff Whirley, you've heard of him. He joined up at just 14, and they're flying Cliff home from Africa and Washington, D.C. Cliff's ma wrote the Army about his true age, so Uncle Sam has sent him home, and Cliff's forgiven Mom. Mom, sure glad to be home. It's a big day in Elmwood, and Sergeant Cliff, he's 16 now, is the local boy who made good. He doesn't go much for girls, but Cliff got medals in Tunisia and flew with Jimmy Doolittle. Flying, that's the stuff for Cliff. But, oh well, yes, there's one girl. She's 16-year-old Anita Crozier. And this is a scoop on those big city newspapers that wrote stuff about Cliff. So like friends do, there's sodas for two. Sergeant Cliff's going to work in an aircraft plant and go back in the Air Corps Reserve when he's a ripe old 17. But right now, Mr. Elmwood hero, you've got some explaining to do. Say, Clifford, what do you mean telling everybody the girls don't bother you? Me staying home nights writing to you. You don't know how you had me worried. Why, Annie, this is so sudden. Oui, c'est la guerre un peu fraîche et joyeuse.
c'est évidemment un peu l'envers du décor. Quand on voit ce jeune garçon, c'est un peu l'envers du décor par rapport aux bombardements. Mais ces bombardements, vous évoquiez tout à l'heure le bombardement sur Hambourg, mais il y a des bombardements dont l'efficacité était redoutable et importante. C'est le cas à Peenemünde. Oui, c'est l'inverse de Hambourg. Hambourg, il s'agit de terroriser la population. D'ailleurs, l'effet sera inverse. Les Allemands, ça les raidira. Peenemünde, c'est le bombardement efficace par excellence, dont on ne parle pas, bien entendu, parce que c'est un secret. Les Anglais ont pu savoir, par des espions qu'ils ont un petit peu partout en Allemagne, polonais souvent d'ailleurs, ils ont pu savoir qu'on fabriquait des fusées. Et ils ont pu repérer les traces de lancement de ces fusées, qui seront les fameux V1. Hitler en voulait des dizaines et des dizaines de milliers. Et ils ont pu bombarder avant qu'il ne soit trop tard, mais assez tard pour vraiment casser la production. Si bien que les lancements de V1 auront bien lieu bientôt, comme on le sait, en 1944, mais il y en aura beaucoup moins, et surtout pas massivement, alors qu'Hitler comptait énormément dessus. Il faudra tout rapatrier dans le centre de l'Allemagne, et même en Pologne, pour être loin des bombardements anglais. C'est dire l'efficacité de ce bombardement de Peenemünde. Mais pour revenir au cœur du sujet, c'est-à-dire la conférence de Québec, vous nous avez dit l'enjeu tout à l'heure, mais quels sont les conflits qu'il y a et comment discutent-ils entre eux? Je crois que vous connaissez bien cette histoire. Oui, d'abord, il faut bien faire remarquer que cette conférence de Québec est l'une des conférences, on pourrait presque dire régulières, qui se tiennent entre les états-majors combinés des forces anglo-saxonnes, des Américains et des Britanniques. On a eu la conférence, la troisième conférence qui avait eu lieu à Washington, et celle de Québec est la quatrième de ce genre. Ceci pour signaler l'importance de cette participation militaire. On a toujours l'impression, quand on parle de ces grandes conférences internationales, qu'il s'agit essentiellement d'une conférence rassemblant Churchill et Roosevelt. C'est vrai que les deux hommes jouent le rôle essentiel, déterminant, mais ces conférences sont aussi marquées par des discussions entre militaires. Et en particulier, les discussions, là, la conférence de Québec, ont été extrêmement dures. Sur quel point? Eh bien, tout simplement, comment allait-on vaincre l'Allemagne? En effet, pour les Britanniques, ils continuaient à dire, mais au fond, il faut attaquer, parce que Churchill appellera plus tard le ventre mou de l'Allemagne, c'est-à-dire par les Balkans, c'est-à-dire par l'Italie. Éventuellement même, il proposera qu'on aille faire une action en direction de la Turquie pour faire entrer la Turquie dans la guerre. Pour les Américains, et notamment pour les militaires américains, qui sont de formation, bon d'entre eux sont descendants de germaniques, sont descendants d'Irlandais, ils reprennent tout à fait la tradition de West Point, de l'école militaire américaine, selon laquelle, quand on veut vaincre, il faut attaquer directement et selon une formule célèbre, du fort au fort. Ils vont donc imposer à Churchill cette solution de l'attaque en France. Et l'attaque en Italie, et les discussions qui en même temps ont lieu sur l'Italie, l'attaque en Italie qui va avoir lieu, elle est déjà décidée, elle avait été décidée auparavant, cette attaque sur l'Italie ne sera qu'une attaque secondaire. Et les Américains font prévaloir de manière définitive à Québec que la priorité absolue, la formule est retenue, la priorité absolue désormais, c'est l'attaque en France, donc, et une attaque qui aura lieu au printemps 1944, on a dit au 1er mai 1944. Oui, d'ailleurs, les Américains étaient un peu agacés, surtout les militaires, de ce que Churchill avait obtenu l'avantage plusieurs fois. Déjà, il avait obtenu qu'on fasse d'abord la guerre sur le vieux continent plutôt que dans le Pacifique. Cela dit, les militaires américains s'étaient débrouillés, et à l'heure où nous sommes, il y a presque autant de troupes des deux côtés. Mais la priorité était quand même sur l'Afrique, enfin l'Afrique du Nord, et sur l'Europe. Bon. Et maintenant, voilà que Churchill voulait encore aller plus vers l'Italie, la Yougoslavie. Oui, il va essayer sans arrêt de faire prévaloir cette politique. Mais en réalité, je crois que ce qui a compté beaucoup, il y a d'abord les militaires américains ont fini par dire aux Britanniques, écoutez, si vous voulez vraiment tellement attaquer dans le sud de l'Europe, nous allons accorder à nouveau la priorité au Pacifique. Voilà. Alors ça, c'était l'argument sur lequel... Et quel était l'argument de Churchill? Parce que je ne sais pas si on est d'accord là-dessus. L'argument de Churchill, alors on a souvent dit, plus tard, et lui-même l'a laissé un peu croire à travers ses mémoires, on a dit Churchill avait une prescience de ce qui allait se passer après la guerre, qu'il voulait s'imposer dans le sud de l'Europe de façon à ce que Staline ne puisse pas y installer ses troupes. Je crois que c'est sans doute excessif. D'abord, il y a un rôle joué par les militaires britanniques, donc qui, eux, ont le sentiment qu'une attaque frontale va être beaucoup trop dangereuse, qu'elle risque d'être un échec. Et alors, que deviendrait la Grande-Bretagne s'il y avait eu un échec
dans le débarquement qui aurait lieu. Alors je crois qu'il y a cette argumentation de Churchill, mais cette argumentation au fond ne tient pas et elle va encore moins tenir lorsqu'on va s'apercevoir que dans l'attaque qui sera menée quelques semaines plus tard dans l'Italie du Sud, ça va être au fond un fiasco et que jamais la décision ne pourra être faite par une attaque qui viendrait du Sud. Oui, c'est un fiasco, mais ça donne pas tort à Churchill parce que ça lui montre aussi que c'est pas si facile que ça de débarquer en Europe. Absolument. Et il a toujours voulu calmer les Américains qu'il juge un peu naïfs et qui veulent attaquer de front, très bien, mais de front pour se faire casser la figure, ça vaut pas le coup. Oui, mais on arrive aussi à un moment, il faut bien dire que la Grande-Bretagne est en train de perdre son rôle de grande puissance. Et je crois que ça, c'est un élément extrêmement important. Ce qui est important en même temps, c'est que la Grande-Bretagne n'a plus d'argent. Elle est en train de faire la guerre au crédit des Américains. Les Américains ont maintenant tous les moyens, et ils sont beaucoup plus forts techniquement, ils sont beaucoup plus forts sur le plan du nombre d'hommes à mettre en ligne. Ils sont en train même d'imposer, je vais presque dire, la présence de Chiang Kai-shek parmi les grands, ce que Churchill ne souhaitait pas, puisque c'était au fond, d'une certaine manière, remettre en cause une sorte de colonisation britannique dans le sud-est asiatique. Tout ça fait que nous arrivons vraiment à un moment, et ça a été utilisé, c'est le carrefour. Québec, c'est un carrefour décisif dans la guerre. C'est le moment où véritablement les Britanniques vont être réduits au rang de second. Et les Américains, à ce moment-là, ce qui leur importe, c'est de pouvoir avoir un accord avec les Soviétiques. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, dans la conférence de Québec, l'autre élément, c'est comment va-t-on pouvoir présenter aux Soviétiques une offre suffisante pour gérer en quelque sorte ce qui va se passer en Europe. Et alors là, il y a un point très important, c'est le moment où, sur des propositions britanniques d'ailleurs, qui avaient été formulées par le Foreign Office et précisément par Eden, il s'agit d'organiser une commission sur l'Europe qui administrerait l'Europe libérée. Une commission... je crois que de ça, on parlera après avoir vu les activités soviétiques, puisqu'elles vont nous montrer des images de Pologne qui vont mettre le doigt sur la plaie des différends entre les anglo-saxons. Il faut bien passer à l'Est. Il faut bien passer à l'Est. Когда на Московском ордена Ленина заводе «Динамо» был зачитан приказ Верховного главнокомандующего товарища Сталина о героях Орла и Белгорода, токарь Аня Солянкина заявила: «Красная армия идет вперед, и мы обязуемся работать еще лучше, дать фронту еще больше снарядов». Слово лучшей Стахановки не расходится с делом. Токарь Солянкина и бригадир комсомольской бригады Уханова день ото дня повышает выработку. Свои трудовые успехи динамовцы посвящают доблестным орловцам и белгородцам. С разных концов советской страны прибывают польские патриоты в лагерь польской дивизии имени Костюшка. Дивизия уже укомплектована, а приток людей все еще не прекращается. Они полны сил и горячего желания сражаться с немцами. Среди них есть бывшие офицеры и солдаты польской армии. Дивизия примет участие в священной борьбе против общего заклятого врага. Утром в дивизионном костеле состоялось богослужение. На главном плацу был зачитан текст присяги. Приношу торжественную клятву истекающей кровью польской земле
измученному под немецким игом польскому народу, что не посрамлю имени поляка, что буду верно служить Родине. Клянусь сохранить союзническую верность Советскому Союзу, давшему мне в руки оружие для борьбы с нашим общим врагом. Клянусь сохранить братство оружия с союзнической Красной Армией. До последней капли крови, до последнего дыхания буду бороться за Родины, чтобы мог жить и умереть, как честный солдат Польши. Парад принимали председатель Союза польских патриотов в СССР Ванда Василевская и командир дивизии полковник Берлин. René Giraud, ce plan est intéressant parce que ça donne bien le statut des Polonais côté soviétique. On a bien décidé de leur donner une armée, maintenant que la rupture est faite avec les Polonais de Londres. Mais regardez, le drapeau polonais d'abord est au deuxième plan. Hein, il y a l'américain, le russe, l'anglais. Et ensuite, on voit bien l'aigle polonais, mais il manque la couronne. Autrement dit, deux petits signes qui nous disent bien la dépendance dans cette armée du colonel Berling, futur général Berling, dans cette dépendance vis-à-vis des soviétiques et le caractère subalterne de leur rôle, même si sur place, ils vont participer effectivement à la guerre et très vite, dans un mois, et s'ils vont jouer un rôle très important, bien sûr, dans la libération de la Pologne. Лауреат Сталинской премии Александр Михайлович Герасимов. За выдающуюся творческую деятельность и особые заслуги в развитии живописи ему присвоено звание «Народный художник СССР». Александра Михайловича ежедневно навещают его друзья, старейшие мастера советской живописи. Все четверо позируют своему другу для его последней работы. Художник Иван Николаевич Павлов. Художник Василий Николаевич Бакшеев. Художник Витольд Каэтанович Белыницкий-Бируля. Художник Василий Никитич Мешков. Последние штрихи. Скоро новая работа Александра Михайловича будет закончена. В порт Ла-Валетта прибыл караван с военными грузами и продовольствием. Теперь, после побед союзников в Северной Африке, приход судов на Мальту стал значительно безопаснее. На берег сошли гости, американские военные моряки. Следы жестоких воздушных налетов врага. Многие дома в городах и селах Мальты разрушены. Тысячи жителей остались без крова.
на остров прибыл маршал авиации Тедер, командующий союзной авиацией в районе Средиземного моря. Тысяча вражеских самолетов была сбита над Мальтой. Тысячный самолет сбил один из героев воздушных боев, американец лейтенант Лич. Синявинская высота. Там немцы. Наши артиллеристы ведут огневой бой с противником. В боях местного значения наши части улучшают свои позиции. У крымских берегов. С большой земли сегодня прибыли связные и пополнения в партизанский отряд. Десятки раз объявляли гитлеровцы о полном уничтожении крымских партизан. Но живет и борется непокоренный Крым. И каждый день стремительными налетами напоминает о себе народные мстители. Сегодня на очереди немецкий пост наблюдения и связи. Задание выполнено, и кроме того захвачен скот четвероногий и двуногий.
Северный флот. 3 часа пополудни. Приближаются торжественные минуты. Высоко на прибрежной скале открывается мемориальная доска в память посещения товарищем Сталиным в 1933 году Северного флота. Созданный великим Сталиным Северный военно-морской флот в боях за Родину покрыл себя неувидаемой славой. С последним выстрелом орудия части гвардии полковника Ушакова и полковника Орлова через южную окраину ворвались в город. Уже после взятия города в нем продолжали рушиться здания. Они были минированы немцами при отступлении. Враг превратил город в сплошные развалины. Полковник Орлов вручил акт о передаче Дмитровска-Орловского гражданским властям. Жители города провожали идущие на запад части Красной Армии. Спасибо вам, сыночки. Гоните немца прочь с нашей земли. Дай Бог вам удачи и счастья в боях. Je suis assez frappé par la manière dont on présente cette libération des villes russes. Et en particulier, quand on présente le pop et tous les instruments, on peut dire, de l'Église orthodoxe qui sont présentés. Il ne faut pas oublier qu'au même moment, d'ailleurs, Staline va reconnaître quasi officiellement l'Église orthodoxe. Mais ce qui me frappe, c'est le peu de nombre de population. Et je crois qu'il faudrait s'interroger à travers ces actualités qui nous montrent une réalité sur ce qu'a pu représenter la libération, entre guillemets, pour les populations russes qui étaient restées sur place et qui avaient déjà tellement souffert de l'occupation. Savoir quel a été leur sort, c'est pas simplement en montrant ces quelques jolies jeunes filles en train d'envoyer des fleurs sur les troupes de l'Armée rouge qu'il faudrait pouvoir comprendre ce qui a pu se passer à ce moment-là. На командный пункт артполка доставлен боевой приказ. Огонь открыть ровно в 7:00.
выйдя на подступы к городу Карачеву, наши части громили один за другим промежуточные рубежи вражеской обороны. Начался решительный момент боев за город. Открыли огонь гвардейские минометы полковника Сердобольского. Стрелки-гвардейцы части полковника Василенко пошли на штурм. Цепи гвардейцев охватывали юго-восточную окраину Карачева. Стремительным броском взята станция. Бойцы ворвались в город, превращенный немцами в сильный опорный пункт на Брянском направлении. Город Карачев под ударами наших войск пал. Около 2 лет хозяйничали немецкие оккупанты в Карачеве. Как и везде, разрушали, взрывали, жгли. Они превратили церковь в тюрьму. Здесь, за колючей проволокой, истязали людей, загоняли сюда жителей перед отправкой их на немецкую каторгу. Черное время позади. На улицах Карачева снова слышна во весь голос родная русская речь. Разведчики гвардии капитана Багута. Они первыми ворвались в город. Герои Карачева. Участникам боев за город зачитывается приказ Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союза товарища Сталина. Отныне дивизиям, освободившим Карачев, присвоено наименование карачевских. Доблестным карачевцам слава! René Giraud, le long de ces actualités, on a vu les anglo-saxons qui vont occuper l'Italie. Dans combien de temps, on ne sait pas. On a vu également les Russes et les troupes polonaises associées à l'URSS qui avancent vers l'ouest et qui pénétreront demain ou après-demain en Biélorussie puis en Pologne. Il s'agit de savoir comment on va administrer ces pays qui retrouvent un statut nouveau, si j'ose dire. Oui. Et on en a discuté à Québec, non? C'est exact, c'est bien le centre, au fond, des discussions alors politiques qui se sont déroulées à Québec. Comment allait-on organiser l'Europe libérée? Et c'est là où la proposition des Britanniques, qui consistait à avoir une organisation d'une commission à trois, une commission tripartite qui gérerait les territoires libérés, avait pu être mis en avant. Mais il s'agit de savoir si concrètement sur le terrain on pourrait l'appliquer. Or, ce qu'on a constaté, c'est que dès que l'Italie, le sud de l'Italie, a été à la fois libéré avec, au moment où les Italiens, le gouvernement de Badoglio, il est en train, au moment de la conférence de Québec, il est en train de négocier secrètement à travers un émissaire qui est parti au Portugal, en Espagne. Lorsqu'il y a cette négociation, en même temps, se pose le problème de savoir comment on allait organiser cette Europe. Et il est évident que la proposition qui consisterait à avoir une organisation à trois de l'Europe pouvait satisfaire Staline, pour autant que celui-ci se verrait ainsi accorder un droit de regard à l'Ouest, tandis que les Occidentaux auraient un droit de regard à l'Est. Mais ce qui va faire capoter en quelque sorte cette solution, c'est que dès que l'Italie est libérée, elle est en même temps administrée par une commission qui est bien tripartite, mais dans laquelle, en réalité, seuls les anglo-saxons vont jouer un rôle important. Ce qui revient à dire que Staline n'aura plus ensuite qu'à dire lui-même écoutez, ce que vous avez fait en Italie, nous-mêmes, nous allons le faire dans la partie qui est libérée par nos troupes. Et je crois que ce qui est très important, c'est qu'il y a à ce moment-là ce type, on pourrait dire, d'échange,
On ne peut encore cependant penser au moment de la conférence de Québec et dans les conférences qui vont suivre immédiatement, puisqu'il est décidé qu'il y aura une rencontre à 3 qui va se dérouler à Moscou en octobre. On peut encore penser à ce moment-là que l'accord va avoir lieu. On peut penser que enfin les difficultés sont surmontées et que la coalition à 3, cette étrange alliance, selon la formule célèbre, cette étrange alliance va fonctionner. On n'est pas encore au bout de cet accord, mais on peut peut-être le laisser entrevoir. Le sort des armes, finalement, en décidera autrement. Et au fond, on a pu dire qu'on est déjà là dans les premiers prodromes de la future guerre froide. Oui, et au fond, on est également dans une négociation armée. Parce Absolument. que c'est une diplomatie armée. Diplomatie armée, parce que c'est celui qui réussira à, entre guillemets, libérer ou occuper, selon le choix qu'on veut faire du terme, n'est-ce pas, le plus de zones qui aura l'avantage sur l'autre et imposera son système. C'est le mot célèbre de Staline, rapporté par Gillas, de Staline disant à Tito, celui qui avance ses troupes impose le système social dans le pays dans lequel il a imposé son armée. Merci René Giraud de nous avoir aidé à connaître un peu mieux l'enjeu de la conférence de Québec. La semaine prochaine, nous verrons des actualités françaises et britanniques.